Un grand bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de William Charon, spécialiste produit chez Carmignac. Bonjour William, Bonjour Yann, bonjour à tous. merci d'être présent en cette période estivale en notre compagnie pour commenter l'actualité des marchés financiers. Et sans plus tarder, commençons par tout d'abord l'évolution des principaux indicateurs. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire pour aujourd'hui? Donc oui, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est l'été, c'est le début des vacances, ou en tout cas peut-être pour la plupart d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en vacances ou ça va être le début des vacances. Néanmoins, sur les marchés financiers, c'est pas encore le cas. Il y a 4 événements majeurs qui sont venus galvaniser les marchés la semaine dernière. Donc tout d'abord, on a eu la réunion de la Banque centrale européenne. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, ça va faire partie de notre point macroéconomique. Ensuite, deuxième fait majeur de la semaine, vous l'avez peut-être vu, ça a fait la une de beaucoup de journaux, il y a eu la démission de Mario Draghi. C'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement si on regarde la dette italienne. On en a déjà parlé dans les précédentes éditions. Ça vient rajouter de la pression sur l'Italie, de la pression politique, et ça vient rajouter également, de la pression politique sur l'Europe, qui n'avait pas vraiment besoin de ça ces derniers temps. Troisième fait majeur de la semaine, il y a eu des indicateurs économiques qui ont été en forte baisse, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. On a eu ce qu'on appelle les PMI des services qui ont été en baisse. On a eu des chiffres du chômage aux États-Unis qui étaient, on va dire, pas terribles. Et tout cela vient stimuler pour le marché les craintes de récession dont on parle depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois. Et enfin, le dernier événement, ce qui se passe depuis maintenant 2 semaines, c'est la saison des résultats. On vous en avait parlé. Ça fait maintenant partie des marchés. Les marchés analysent au fur et à mesure les résultats, les fondamentaux et essayent d'en tirer des tendances. Et ça fera également partie de notre point, mais cette fois-ci microéconomique. Donc, comment les marchés ont réagi sur la semaine? Eh ben, les principaux indices actions ont rebondi après la modeste baisse de la semaine précédente. Ils affichent des gains entre 2 et 3% pour les pays développés. Et ce récent rebond, depuis la mi-juin, il commence à être assez important. On est entre plus 6 à plus 8% depuis la mi-juin, donc en un peu plus d'un mois. Toute la question est de savoir est-ce que c'est un rebond technique ou un rebond un petit peu plus structurel. Donc ça, c'est ce que les marchés sont en train d'analyser. Est-ce que c'est juste un rebond technique au sein d'un marché baissier ou est-ce que c'est vraiment un petit peu plus structurel où toutes les mauvaises nouvelles sont dans les prix et maintenant, justement, on commence à regarder peut-être des choses un petit peu plus positives. Donc ça, c'est des questions qu'on va commencer à se poser. Sur les taux, la tendance des dernières semaines continue, c'est-à-dire que les taux ont baissé sur la semaine et ça a entraîné dans leur sillage une hausse des indices obligataires, que ce soit sur les marchés souverains ou sur les marchés du crédit. Juste pour vous donner un exemple, sur les taux du trésor à 10 ans aux États-Unis, ils sont tombés à environ 2,8% vendredi. On était à 3,5% à la mi-juin, donc il y a un mois. Donc c'est une baisse drastique des taux à 10 ans aux États-Unis, du trésor américain. Et on a une courbe des taux aux États-Unis qui reste inversée. Une courbe des taux inversée, ça veut dire que le rendement des obligations à 2 ans, il est supérieur au rendement des obligations à 10 ans. Alors on en avait déjà parlé pendant un moment. Qu'est-ce qui explique cela? C'est que les taux courts, donc 2 ans et inférieurs, elles vont vraiment répercuter la politique monétaire des banquiers centraux. Les taux longs, à l'inverse, ils vont répercuter plutôt les perspectives de croissance des pays. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'à court terme, les politiques monétaires vont combattre l'inflation et qu'à long terme, le marché anticipe une récession et donc une baisse des perspectives de croissance. Ce sera notamment à surveiller parce qu'il y a la Réserve fédérale européenne qui a sa réunion après la BCE, qui a sa réunion cette semaine et elle devrait annoncer une nouvelle hausse de taux significative. Pour rappel, ils avaient annoncé une hausse de taux de 0,75% en juin. C'était la plus importante hausse de taux depuis 1994. Et on s'attend au minimum à une hausse aussi importante. Donc, le marché, hein, quand je dis 11, je parle du marché. Et enfin, dernier mouvement de la semaine notable, c'est l'euro qui rebondit un petit peu vis-à-vis du dollar, notamment suite à la réunion de la Banque centrale européenne jeudi dernier. Et justement, c'est le point macroéconomique qu'on voulait
dont on voulait parler par la suite. Alors justement, allons-y. Est-ce que tu veux peut-être compléter l'évolution de ces indicateurs ou on passe directement à la partie macro du coup? On peut passer directement à la partie macro Alors, cette économique. partie macro, donc consacrée à la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne qui finalement a marqué son coup, donc, puisque justement donc, elle a procédé à la première hausse de taux depuis 11 ans et à la plus importante hausse de taux depuis 22 ans. Donc, je te laisse en parler. Oui, c'est exactement cela. C'est, comme je le disais, ça y est, la Banque centrale européenne a réagi face aux chiffres de l'inflation qui sont toujours plus hauts en Europe, hein. Je vous rappelle, la moitié des pays européens ont une inflation à 2 chiffres depuis le début de l'année. Donc la BCE se devait de réagir. Et à l'image de ce qu'a fait la Fed il y a maintenant quelques mois, Christine Lagarde a annoncé la première hausse de taux depuis 11 ans et surtout, comme tu disais, la plus importante hausse de taux depuis 2022. C'est pas forcément une surprise que la Banque centrale européenne augmente ses taux. Ce qu'il est un petit peu plus, c'est l'ampleur. C'est-à-dire que l'ampleur de cette hausse de taux de plus 0,50%, elle est plus importante que ce qui était prévu par le marché et elle vient mettre fin à l'ère des taux négatifs dont on parle maintenant depuis si longtemps, qui étaient rentrés vraiment De dans les mœurs. marchés, exactement dans les mœurs, et c'est maintenant, c'est dès maintenant quelque chose de nouveau qui arrive. On va devoir revivre avec des taux positifs, on n'a plus l'habitude. Les banques toutes court par les banquiers centraux, les banques n'ont plus l'habitude également. Donc ça va être vraiment quelque chose qui est à prendre en compte, qui est important. Et en plus de cette hausse de taux, euh, la Banque centrale européenne a également dévoilé son nouvel instrument, sa nouvelle arme, son nouveau bouclier. Je manque de mots pour décrire ce nouvel instrument qu'elle va utiliser, qui s'appelle l'IPT ou le TPI en anglais, qui est un instrument de protection de la transmission. Alors, ça peut paraître être du jargon, pour pas vous le cacher, c'en est un petit peu, mais tout cela, c'est pour contenir ce risque de fragmentation qu'on a vu ces derniers temps, notamment sur l'Italie. Et donc, c'est un nouvel instrument qui va être dans la poche des banquiers centraux, qui peuvent utiliser ou non, et qui pourrait permettre justement de protéger des États un petit peu plus fragiles contre des attaques, on va dire, spéculatives sur leur dette. Et ça fait notamment partie de ma minute pédagogique par la suite sur justement la BCE et les différents acronymes où on peut parfois se perdre un petit peu. Alors justement, donc du coup, allons-y là aussi à cette minute pédagogique. C'est un peu difficile parfois à suivre. Là, en l'occurrence, tu rends compte de trois importants acronymes pour le coup. Je te laisse éventuellement nous en parler et pour peut-être nous essayer de synthétiser. Alors, pas évident, mais justement les différences principales. Alors oui, exactement. La BCE aime bien les acronymes et elle aime bien les rachats d'actifs. Ces dernières années, on a vécu plusieurs acronymes. L'APP qui avait été mis en place pour lutter contre la crise de la zone euro au début des années 2010. On a ensuite le PEPP qui est apparu suite à la crise du Covid. Et on a maintenant l'IPT. Alors pourquoi des acronymes comme ça? Au final, tous ces acronymes, c'est des rachats d'actifs. Des rachats d'actifs, donc c'est-à-dire que la Banque centrale européenne se donne la possibilité de racheter sur le marché secondaire de la dette des pays européens. Ces achats d'actifs, ils se déclenchent selon certains critères. Pour le moment, on a encore en place le PEPP. Euh, la Banque centrale européenne a annoncé qu'ils allaient arrêter d'augmenter les rachats d'actifs, mais ils les maintiennent à un niveau élevé. Ils maintiennent leur bilan. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque mois, on va avoir un roulement. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme roulement? On a bien entendu des pays qui vont rembourser leurs dettes, mais pour maintenir un bilan qui restera le même, pour maintenir le bilan, il faut racheter des actifs sur le marché. Et donc ça, c'est la première flexibilité et c'est le premier instrument anti-fragmentation de la Banque centrale européenne. Ils ont décidé de créer un deuxième instrument sous certains critères établis, sous réserve de respect de certains critères qui sont
un petit peu plus des critères politiques, notamment pour mettre la pression sur certains pays. Et là, on pense à l'Italie, à ce qui se passe avec la crise politique italienne. Et les critères sont justement de respecter certains critères fiscaux, de dépenses. Et tous ces critères-là viennent mettre un petit peu plus de pression sur l'Italie et sur le prochain Premier ministre italien qui devrait arriver dans les prochains mois. Et donc, ces outils qui sont à la disposition des banquiers centraux, nous, ce qu'on aimerait que vous reteniez, c'est que justement, pourquoi créer autant d'outils? Eh ben, c'est justement pour montrer que la Banque centrale européenne, elle compte vraiment remonter ses taux. Et donc, vu qu'elle veut vraiment remonter ses taux, vu qu'elle veut combattre l'inflation à tout prix, parce qu'elle est omnibulée par l'inflation, eh ben, elle va tout mettre en œuvre pour réduire le risque pour les États qui sont un petit peu plus fragiles de cette hausse de taux. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce nouvel acronyme qui arrive sur les marchés, c'est que c'est un instrument, certes, qui peut être un petit peu compliqué, mais ça vient surtout confirmer la volonté des banquiers centraux, c'est vrai pour la BCE, c'est vrai pour la Fed, à combattre l'inflation à tout prix. Et Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voulait retenir. ce sont des Exactement. pare-feux, du coup, en fait, quelque part. Exactement. D'accord. Alors, du coup, tu l'as annoncé en début de présentation, l'actualité microéconomique va concerner le résultat des entreprises. Et pour le coup, ce sont des résultats en demi-teinte pour le moment. Oui, tout à fait. Alors, ça fait 2 semaines que les entreprises ont commencé à publier. Il y a à peu près 20% des entreprises américaines qui ont publié. Et la proportion des sociétés qui dépassent les attentes des analystes en matière de bénéfices, elle est plus faible que d'habitude, que la moyenne des 5 dernières années. Et on remarque même que les analystes, ils ont revu à la baisse leurs estimations pour l'année 2022 des bénéfices si on retire le secteur énergétique. Donc ça montre justement qu'il y a des craintes sur les marges des entreprises. Ces craintes sont dues forcément à une inflation élevée, mais également à moins de croissance future, et donc à une possible récession. Et ce qu'il faut regarder, comme je le disais, c'est essayer d'extraire des tendances de ces résultats. Pour le moment, on n'est qu'au début, ça fait 2 semaines, ça va durer encore quelques semaines, mais ce qu'il faut essayer de trouver, c'est des tendances et de voir si on peut, à partir d'un cas, pouvoir retirer une tendance sur le marché. Et c'est pour ça qu'on va se pencher sur le cas de Snapchat. Donc Snapchat, le réseau social américain de vidéos courtes qui, qui est en place depuis quelques années. Ils ont annoncé une perte de 422 millions au deuxième trimestre, malgré une hausse du nombre d'utilisateurs. Et cette perte, elle s'explique principalement par le recul des revenus de la publicité en ligne. Et ça, c'est très important, c'est une tendance très importante. Ça veut dire qu'il y a un ralentissement de la demande de la part des annonceurs qui, en fait, justement, voient leur marge de leur côté réduite par une inflation élevée et qui, du coup, vont réduire leurs coûts en réduisant leur publicité et le marketing. C'est les premiers coûts qu'on réduit face à une récession, face à des tensions sur leur marge. Et donc ça, c'est à surveiller parce que tous les autres géants, je pense notamment aux géants de la tech, qui ont des modèles d'entreprise liés sur la publicité en ligne, et bien justement, ça va être un signe peut-être avant-coureur que ces entreprises, ces géants de la tech pourraient souffrir de cela. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Encore une fois, comme je l'expliquais, le marché, il est de plus en plus, il a de plus en plus de craintes sur la récession, et donc il cherche dans les résultats des entreprises potentiellement justement des premiers signes que cette récession arrive ou serait peut-être même déjà en place dans certaines régions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder et qu'il faudra regarder dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, pardon, sur les autres entreprises qui vont publier, voir si Snapchat était juste un cas particulier ou si ça s'avère vrai dans toutes ces entreprises qui ont un modèle économique basé sur la publicité en ligne. D'accord, donc ça peut être un critère de discrimination, un critère de sélection, justement, donc au niveau, justement, donc, des titres à vendre, pour le coup, ou éventuellement, bien Exactement. entendu, les arbitrages à réaliser. Entendu, William, entendu. Ton message de la semaine, du coup. Ton message de la semaine, c'est les banques centrales, les banquiers centraux, pardon, excuse-moi, sont obnubilés par l'inflation, les marchés par la récession. Donc, du coup, a priori, on a deux optiques, c'est ça?
C'est exactement ça. On a deux risques extrêmes qui sont en ce moment sur les marchés, l'inflation et la récession. Comme j'expliquais dans le point macroéconomique, les banquiers centraux, ils sont omnibulés par l'inflation, ils veulent monter leurs taux. Les marchés, eux, ils regardent la récession et c'est pour ça que les taux longs, par exemple, baissent, parce que justement, on a des craintes que la récession est plus importante et notamment les indicateurs économiques dont on a parlé, vraiment commencent à confirmer cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le marché, il estime que le cycle de hausse des taux des banquiers centraux, il va être plus court que prévu. Nous, chez Carmignac, on considère que les marchés sont un petit peu optimistes de ce côté-là. On considère que l'inflation, elle est résiliente. Ces derniers mois nous l'a prouvé. Ça fait plusieurs mois qu'on repousse le point haut de l'inflation. Et le fait que les marchés exagèrent l'idée que le resserrement sera court, eh ben, ça fait que sur le court terme, nous, on pense que les banquiers centraux pourraient agir un petit peu plus fort que ce qui est attendu par le marché. Même si, au final, la récession va venir. Mais la Banque centrale, avant d'opérer ce pivot entre d'arrêter d'augmenter ses taux, elle va vraiment attendre que l'inflation baisse considérablement. Et ce qui pourrait faire baisser considérablement l'inflation, hein, quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, c'est la récession qui freinerait la consommation et donc qui freinerait justement cette hausse, cette envolée des prix des biens et des services. Donc on n'est pas Et à donc, la Oui, donc on n'est pas à oui, l'abri pardon. de surprises, hein, de surprises éventuellement, donc côté banque centrale au niveau des marchés financiers, et donc d'un sursaut de volatilité du coup en conséquence. Exactement, exactement. On n'est pas à l'abri de cela. C'est pour ça que chez Carmignac, on est assez prudent sur notre exposition aux actifs risqués. Même s'il commence à y avoir des opportunités, on reste prudent parce qu'on pense qu'il va y avoir de la volatilité à court terme, que les marchés anticipent la récession et donc un pivot des banquiers centraux. Mais nous, on pense que les banquiers centraux, leur priorité, c'est la stabilité des prix et c'est l'inflation. D'accord. Donc en fait, voilà, le point d'interrogation, c'est où va être le point d'équilibre en fait entre les deux, entre justement d'un côté Exactement. cette inflation à maîtriser, et de l'autre côté cette récession à ne pas aggraver pour autant justement. Ok, c'est entendu. Alors, tu le disais effectivement, donc vous êtes relativement aujourd'hui précautionneux dans votre stratégie d'investissement. Et côté idée d'allocation, nous allons parler du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe et notamment de son approche. Je te laisse t'exprimer. Alors oui, ça fait plusieurs semaines qu'on vous parle de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, qui est un fonds multiclasse d'actifs, donc il peut investir sur les actions et les obligations européennes. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on construit un portefeuille équilibré, diversifié, dans des marchés où il y a deux risques extrêmes, à savoir l'inflation et la récession. Donc derrière une prudence apparente, je l'ai expliqué précédemment, on a une exposition aux actions qui est faible, quasi nulle, une part importante de liquidité, mais ça cache des moteurs de performance qui peuvent être relatifs, justement, euh, qui prennent en compte cette récession à venir et cette inflation qui pourrait être plus persistante que prévu. Euh, Nous pensons, comme je vous le disais, chez Carmignac, que l'inflation à court terme, elle pourrait être plus résiliente et que même si la récession arrive, les banquiers centraux resteront focalisés sur l'inflation. Et qu'est-ce que ça signifie au sein du fonds? Comment on met cela en place? Sur les obligations, on met cela en place en étant vendeur des taux courts et acheteur des taux longs. Qu'est-ce que ça signifie? On vous l'a expliqué tout à l'heure. Les taux courts, ça répercute la politique monétaire. Donc si on est vendeur des taux courts, on pense que les taux courts vont aller plus haut que prévu. Donc on a pourquoi pas des surprises à la hausse de la part des banquiers centraux. Et à l'inverse, on va être acheteur de taux longs parce qu'on pense que justement la récession va venir et que les perspectives de croissance de long terme vont baisser. Et donc on a ce qu'on appelle un aplatissement de la courbe de taux et c'est une stratégie qu'on met en place au sein du portefeuille obligataire. Au sein des actions, on fait quelque part un petit peu la même chose. On va avoir d'un côté des actions de qualité croissance. C'est notre sélection de titres, c'est des sociétés rentables qui ont des perspectives de croissance visibles, qui peuvent résister, qui ont des marges solides, qui peuvent résister dans des périodes d'inflation élevée, de récession, et qui peuvent relativement bien se comporter. À l'inverse, on va être vendeur d'indices
cycliques. Donc je pense notamment à des indices actions automobiles qui pourraient justement, eux, souffrir énormément en cas d'une inflation persistante et également en cas d'une récession sur les marchés, parce que, comme leur nom l'indique, ce sont des indices cycliques qui suivent le cycle économique. Et donc, dans des périodes de récession, c'est généralement des secteurs qui souffrent en relatif un petit peu plus que le marché. Et donc cela, ça démontre que malgré une prudence apparente, on peut trouver des moteurs de performance en ayant une stratégie qu'on appelle barbell et en essayant de gérer et de combiner ces deux risques et de créer un portefeuille qui pourrait justement appréhender à la fois l'inflation et la récession. D'accord, d'accord. Donc, un portefeuille qui, pour le coup, aurait notamment pour objectif d'atténuer au maximum, en fait, tout ce qui est correction des marchés financiers, pour le coup. Qui pourrait exactement atténuer, atténuer via son exposition, atténuer la correction des marchés financiers, mais À également court terme euh, et capter la performance app- à long terme. exactement créer de l'alpha relatif en Oui. étant vendeur d'indices qui pourraient souffrir plus et en étant acheteur d'actions qui pourraient performer mieux que le marché en relatif. Alors, du coup, c'est un fonds qui, je le rappelle, est accessible directement sur la plateforme transactionnelle d'EasyBourse. Un fonds, par ailleurs, qui a la particularité d'avoir une dimension durabilité assez prononcée par le biais de deux signes distinctifs. Le premier, c'est le label ISR d'État français. Et le second, ce sont les globes Morningstar. Donc, puisqu'il a 4 globes sur 5, ce qui est assez élevé. Donc, en fait, une dimension durabilité assez importante pour ce fonds-là. Voilà, donc il vous suffit du coup de mettre le libellé du fonds à l'intérieur du moteur de recherche que vous voyez ici de l'autre côté. Donc voilà, et vous aurez la possibilité du coup d'accéder directement à ce fonds. À présent, donc passons directement aux questions. Alors, concernant les questions, tout d'abord, une première question concernant votre scénario central lié donc à la hausse des taux des banques centrales. Donc, c'est une question de Thomas qui dit est-ce que justement, donc Carmignac, pour le coup, a vu venir cette hausse de la Banque centrale européenne et aujourd'hui, alors tu parlais notamment d'éventuelles surprises, hein, mais pour autant, donc le scénario central, il table sur quoi aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique pour Carmignac? Alors, pour répondre déjà à la première question, on s'attendait plutôt à une hausse des taux de 0,25% de la part de la Banque centrale européenne la semaine dernière, parce qu'on pensait qu'elle allait y aller un petit peu plus progressivement. Euh, Au final, la hausse des taux, c'est-à-dire le taux final voulu, euh, resterait le même, mais on s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus progressif. De l'Atlantique, est-ce qu'on s'attend à une baisse aussi prononcée des deux côtés de l'Atlantique des bénéfices? C'est une bonne question dont je n'ai pas forcément la réponse, pour être complètement honnête. Ce qu'il faut regarder, encore une fois, c'est plus ce qui va se passer d'un point de vue sectoriel. Euh, la composition des indices en Europe est différente de celle des États-Unis. Les États-Unis, on a quand même plus d'entreprises de croissance. En Europe, on a des entreprises qui sont un petit peu plus cycliques. Donc, c'est pas forcément les mêmes. On va pas forcément regarder les mêmes choses. Donc en Europe, on va peut-être plus regarder l'évolution du cycle économique et donc notamment les craintes de récession, tandis qu'aux États-Unis, on n'est pas vraiment dans la même optique. On a une croissance qui reste, enfin, en tout cas, on a une économie qui reste stable, qui reste à flux tendu. On a un chômage très bas. Euh, on a on a une boucle inflation-prix-salaire qui commence à être mise en place. Donc on va pas vraiment avoir les mêmes on va pas vraiment avoir les mêmes forces qui s'opposent et donc on va pas forcément regarder la même chose sur les résultats des entreprises. Pardon. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, en fait, en tout cas, on n'a pas nécessairement la même ampleur de révision à la baisse des deux côtés, étant donné justement donc le profil différent donc des entreprises qu'il y a justement en fait sur la cotation. Exactement. Et pour rajouter juste là-dessus un petit point, en Europe, il n'est pas sans dire qu'avec la guerre en Ukraine,
il y a des vrais problèmes sur le coût de l'énergie qui pourraient vraiment peser sur les entreprises européennes, ce qui est quand même moins le cas aux États-Unis, qui ont moins ces problèmes de gaz, et notamment pour l'hiver qui arrive. Hein, on a entendu ces derniers temps qu'il y aurait peut-être des pénuries, et c'est les entreprises qui seront touchées avant les particuliers. D'accord. Une dernière question éventuellement pour ne pas faire trop long pour tout le monde. Du coup, William, concernant du côté des secteurs, quid du secteur bancaire aujourd'hui? Est-ce que vous avez une vision précise sur le sujet? Alors le secteur bancaire, c'est un secteur qui est particulier depuis 2008, tout particulièrement en Europe. Oui, Au sein du fonds Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, c'est pas un secteur dont on est particulièrement fan, parce que justement, on investit dans des sociétés rentables qui ont des perspectives de croissance à long terme. C'est pas vraiment le cas pour les banques. Néanmoins, ce qui s'est passé à la réunion de jeudi et les perspectives futures, c'est-à-dire des remontées de taux, des taux positifs, ça va leur redonner un petit peu plus de marge de manœuvre. Je crois qu'on anticipe à peu près 16 milliards le coût de cette remontée des taux. Donc c'est 16 milliards en plus pour les banques européennes. Donc ça va leur donner un petit peu plus d'air. Néanmoins, c'est pas un secteur qu'on privilégie parce qu'il y a beaucoup d'ingérence. C'est des secteurs très compliqués qui n'ont pas des perspectives de croissance très importantes. C'est des secteurs également cycliques qui dépendent du cycle économique. Et donc, en période de récession, ce n'est pas forcément des secteurs que l'on va privilégier au sein de nos portefeuilles. d'accord, c'est entendu, William. Merci énormément. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, chers participants. Période estivale oblige, je vais m'absenter quelque temps. Je vous redonne rendez-vous du coup, a priori à la mi-août, certainement la semaine du 22 août. D'ici là, je vous souhaite de très, très, très belles vacances et sinon, en fait, de très beaux jours.